Bonjour à tous, bienvenue sur Zebra TV, une chaîne consacrée à la data science. Je suis Grégory, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications qui s'articulent autour de la data science, dans le domaine du traitement du langage, du computer vision, de l'IoT ou même de la finance. Créer cette chaîne, tout simplement pour moi, c'est une façon de m'exprimer sur le sujet, qui est en même temps une passion. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences en data science, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Alors j'ai décidé de consacrer le premier épisode à un débat qu'on rencontre systématiquement lorsqu'on arrive dans une entreprise en tant que premier data scientist. Et ce débat confronte une approche que j'appelle expert contre une approche data. Alors, qu'est-ce que j'entends par approche expert? Ce sont tout simplement les personnes, les humains qui sont au sein de cette entreprise, qui ont bien sûr suivi une éducation, qui ont des connaissances en mathématiques, en physique, qui ont de la logique, qui connaissent le domaine d'expertise de l'entreprise. Ils sont là pour résoudre des problèmes et bien sûr créer de la valeur au sein de cette entreprise. Et lorsque l'approche expert échoue, puisque forcément, lorsqu'on cherche une autre approche, c'est que peut-être que l'approche expert a touché ses limites, eh bien, les dirigeants peuvent se poser la question de tenter une autre approche qui est aujourd'hui dans l'air du temps, que j'appelle ici approche data. Volontairement, je ne l'appelle pas IA, bien sûr on peut l'appeler data science, mais voilà, lorsqu'on parle d'IA, inévitablement, on vient quelque part en compétition avec ces experts qui sont des humains avant tout et qui finalement se sentent en compétition contre une soi-disant intelligence artificielle, peut-être supérieure. Bon voilà, c'est pas vraiment le sujet finalement. Donc je vais revenir sur ma définition de ce que j'appelle l'approche expert. Pour ça, je vais dessiner un expert. Rapidement, il développe une expertise que j'appelle fonction F. Cette fonction F prend des données en entrée et donne un verdict. La difficulté arrive lorsqu'on cherche à automatiser cette fonction, c'est-à-dire on cherche d'une certaine manière à l'extraire de son cerveau et la convertir sous forme de programmation. De telle sorte que lorsqu'on donne les données de l'entrée du problème, à travers la fonction F, on obtient un verdict, une prédiction, une classification. Donc, je soumets des données du problème à mon expert. Bien sûr, je prenais comme exemple F, qui est une fonction qui reconnaît les chiffres sous forme d'images pour les classifier. Donc, le verdict de l'expert humain va être, bien sûr, 8. Et l'idée, c'est de recueillir les propos de l'expert et de lui demander d'exprimer des règles sous forme de langage naturel qui vont nous permettre de retranscrire la solution de ce problème sous forme de langage informatique. Et c'est là que ce débat entre approche expert et approche data peut faire rage dans une entreprise lorsqu'on cherche à automatiser ce type de problème, parce que le problème peut sembler évident aux yeux de l'expert. J'ai pris volontairement un exemple qui est facile pour tous, la reconnaissance des chiffres. Chacun a appris depuis le plus jeune âge à reconnaître des chiffres. Mais par contre, on peut totalement sous-estimer la difficulté de retranscrire les règles qui nous permettent, quasiment de l'ordre du réflexe, de finalement écrire une fonction sous forme d'un langage informatique qui prendrait en entrée une matrice composée de pixels qui représente ce chiffre 8 et à travers cette fonction f de nous donner un résultat correct, une prédiction, un verdict correct qui serait 8 sous forme numérique, bien sûr, pas sous forme d'image, sous forme numérique ou sous forme de texte. Donc l'objet de ce premier épisode s'adresse à deux cibles.
La première, si vous êtes data scientist, vous avez l'impression d'être au cœur du débat approche expert contre approche data. L'idée, c'est de vous fournir un épisode sous forme de témoignage où, bien sûr, dans la suite de la vidéo, vous n'apprendrez pas quoi que ce soit si vous êtes data scientist sur le plan théorique, mais tout simplement, vous aurez des arguments pour mieux expliquer en quoi une approche data peut être extrêmement efficace pour résoudre les problèmes de l'entreprise et les automatiser. Inversement, si vous êtes expert, ce témoignage va peut-être vous permettre d'accepter, de comprendre qu'une fonction f que vous avez développée, qui est quasiment de l'ordre du réflexe, elle est difficile à verbaliser et surtout difficile à retranscrire sous forme de programmation informatique pour l'automatiser. En plus, si vous collaborez, si vous donnez des indices aux data scientists concernant les données à observer, eh ben, ça va forcément simplifier le travail du data scientist et vous augmenterez les chances finalement d'automatiser la solution des problèmes de l'entreprise et donc de créer de la valeur. Alors maintenant, je vais partir d'un problème très simple d'un point de vue mathématique et très facile à représenter pour décrire les différentes nuances d'une approche expert pour résoudre ce problème. C'est-à-dire pour automatiser notre fonction f. Voilà, on repart de notre problème décrit de cette façon-là. On peut obtenir les données du problème. On cherche à décrire la fonction f sous forme de mathématiques ou de programmation pour automatiser la prédiction de ce problème dans une entreprise. Donc on a toujours notre expert qui a une idée intuitivement de la résolution de la fonction f, qui cherche à extraire cette fonction f d'un point de vue, la verbaliser sous forme de maths, sous forme de programmation. Donc je vais décrire deux nuances, il peut y avoir beaucoup plus de nuances dans l'approche expert, mais je vais essayer ici de décrire deux nuances. Donc la première, donc comme je l'ai dit, je prends un problème qui est facile à représenter, donc avec des variables x et y qui sont en une dimension, donc qui peuvent se représenter sur un axe. Donc première nuance, l'expert est capable de, grâce à ses connaissances physiques, modéliser le problème directement et déterminer que il s'agit le problème peut être modélisé via une fonction linéaire. Donc il a été capable de résoudre A et B donc avec des connaissances en physique ou voilà, des connaissances en finance ou voilà, donc dans le domaine d'expertise de l'entreprise. Et là où il commence à mettre d'une certaine manière un pied dans l'approche data, c'est qu'il est capable de collecter des exemples au sein de l'entreprise, sur le système de l'entreprise, des exemples d'entrée et de prédiction, pour, d'une certaine manière, valider le modèle qu'il a mis en équation. Donc une deuxième nuance de l'approche expert, ça pourrait être ceci. Donc on repart toujours de notre système supervisé. Donc notre expert, toujours avec son a priori sur la fonction f. Là, peut-être que l'expert éprouve des limites pour mettre en équation le problème physique. Et il utilise des données qui sont accessibles au sein de l'entreprise. Imaginons aussi que la collecte des données est quelque chose de possible au sein de l'entreprise. Bon, parfois, il peut arriver aussi qu'il est impossible de collecter les données. Donc ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer également. Mais là, partons du principe qu'il est facile de collecter quelques points de données. Et l'expert, ayant des connaissances en physique et connaissant la problématique de l'entreprise, part du sentiment que le problème est linéaire. Tout
tout simplement en collectant les points dans le système qu'il cherche à résoudre, ça va confirmer qu'il s'agit bien d'un problème linéaire, et tout simplement, il peut déterminer son équation de droite, sa fonction linéaire, il peut déterminer A et B en prenant deux points qui sont assez évidents, et avec un système à deux inconnus, résoudre A et B. Donc ça, ce sont deux exemples de nuances dans l'approche expert, il y en a bien plus. Parfois, les données sont quasiment inaccessibles, mais d'une certaine manière, l'expert, la plupart du temps, réalise un pas vers l'approche data science, puisqu'il utilise des données pour confirmer l'expression de la fonction qui réalise la prédiction ou le verdict ou une classification. Et bien sûr, on part du principe que on fait ça parce que obtenir à partir d'une donnée inédite que je vais appeler x4, eh bien, ce modèle qu'on a pu déterminer, enfin cette fonction, nous permet de réaliser une prédiction, ici y4, et cette prédiction a un sens pour l'entreprise, crée de la valeur, ça peut être un prix, une température, ça peut créer de la valeur, optimiser un processus commercial ou optimiser un processus d'industrialisation parce qu'on prédit une température et donc on peut peut-être améliorer la qualité de production d'un produit. Donc maintenant je vais partir du même problème et je vais le résoudre via une approche data science. Donc on a toujours notre problème décrit de cette façon-là. Donc l'idée c'est, grâce à une approche data science, réaliser une approximation de la fonction f directement à partir des données. Donc pour ça, je dispose des données du problème que j'appelle yi et xi. Donc je pars du principe que je possède trois exemples. Donc n c'est mon nombre d'exemples. J'ai trois exemples. Donc je peux les représenter dans mon système qui est très simple à une dimension. Voilà, je possède ces trois exemples. Alors la simplification que je peux faire, c'est qu'en général, quand on part sur une approche data science, on utilise un modèle qui est la plupart du temps, qui a des capacités de modélisation qui sont énormes, bien au-delà d'une fonction linéaire. Donc là, pour montrer le calcul d'une descente de gradient, je vais partir d'une équation de droite, d'un modèle donc linéaire. Et l'idée, ça va être de déterminer A et B en utilisant une descente de gradient. Donc, au départ, on peut considérer que A et B sont initialisés aléatoirement. On peut leur affecter des valeurs, par exemple 0 et 1, c'est-à-dire 0 c'est une droite qui passe par l'origine et 1 c'est une pente de 1, donc ça peut donner voilà, ce type de droite. Alors bien sûr, plus tard, je vais évoquer le fait qu'on peut utiliser des modèles qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des enchaînements de fonctions linéaires et non linéaires en cascade, et qu'on va pouvoir optimiser aussi via une descente de gradient. C'est-à-dire on va pouvoir trouver des paramètres qui vont permettre de trouver une très bonne approximation de notre problème en utilisant toujours des exemples des données du problème. Donc là, volontairement, je répète, j'ai pris une fonction linéaire. Et comment on va résoudre notre problème via une approche data science? Bien, on a notre premier modèle ici qui est initialisé finalement au hasard. Et on a des erreurs qui sont... On voit que notre fonction ne colle pas aux données. Donc pour approximer la bonne fonction, en fait, ce qu'on va regarder, ce sont les erreurs qu'on commet entre notre fonction telle qu'elle existe, avec A et B tels qu'ils sont initialisés, et les données du problème. Donc finalement, on a yi, la valeur qu'on souhaite prédire, et on a
yi que je représente, la prédiction de yi que je représente avec un chapeau, donc, qui est la valeur que nous donne notre fonction lorsqu'elle est initialisée avec des paramètres a et b au hasard. Donc l'erreur, c'est la différence entre yi, notre valeur cible, et la prédiction de yi à cette étape de l'algorithme. Donc c'est cette erreur qu'on peut représenter de cette façon, c'est cet écart. Donc on va pouvoir, sur les différentes données, donc ici on a 3 exemples, sur les 3 exemples, on peut symboliser cette erreur. Et l'idée de la descente de gradient, c'est de de minimiser la moyenne de cette erreur en agissant sur A et B. Donc comment on peut représenter cette erreur sous forme d'équation? Donc voilà, cette erreur alors, c'est l'erreur en fonction de A et B, puisqu'on cherche à faire varier A et B pour minimiser cette erreur. Donc, comment on peut créer la moyenne de cette erreur? Tout simplement, on va faire la différence entre yi, notre valeur cible qu'on souhaite prédire dans nos données, et la prédiction de yi, que je représente avec un chapeau. Donc bien sûr, on peut développer yi, c'est a de xi plus b. Donc, comme on souhaite minimiser une erreur absolue, on va mettre cette expression au carré pour garder une valeur absolue et ne pas faire de confusion avec des valeurs négatives. On a toujours une valeur positive, mais on souhaite minimiser une valeur qui reste toujours positive. Et bien sûr, il faut sommer sur le nombre d'échantillons. Donc on va sommer ces erreurs sur le nombre d'échantillons qu'on dispose, donc sur n. Et comme on parle de moyenne, on n'oublie pas de normaliser cette erreur en divisant par n. Donc l'idée, ça va être de minimiser cette erreur en fonction de a et b. On fait varier a et b pour minimiser cette erreur. Donc là, dans ce cas très simple, on sait que on va pouvoir représenter cette fonction d'erreur de cette façon-là. Là, on a e. Ici, donc sur le même axe, j'associe a et b, la variation de a et b sur le même axe, et on a quelque chose comme ça. On a ce qu'on appelle une fonction convexe. Et lorsqu'on se place au hasard, comme on a initialisé a et b au hasard, en fait, on ne sait pas exactement où on se trouve, mais on se trouve quelque part ici. On ne se trouve pas sur le minimum, puisque on a vu que notre droite, au départ, ne colle pas aux données. Donc ce qu'on fait, l'idée, c'est de faire varier A et B pour trouver le minimum. Donc pour trouver, dans des cas plus complexes, pour trouver le min de la fonction d'erreur, l'idée de la descente de gradient, c'est à cet endroit-là, c'est-à-dire à ce point-là, de calculer la pente, de calculer la dérivée, et donc de soustraire aux paramètres a et b une valeur de cette dérivée pour faire un pas vers la solution. Donc on va, par itération, la descente de gradient, c'est un processus qui est itératif. On va successivement faire des modifications de a et b pour faire des pas vers la bonne direction. Donc l'idée, c'est de trouver le minimum de la fonction. Donc faire en sorte que ce modèle, cette fonction, colle parfaitement aux données. Et donc que cette erreur qu'on a symbolisée ici, donc nous on travaille avec la somme quadratique de cette erreur,
soit la plus petite possible. Donc d'arriver ici. Donc ça je répète, ça se fait en calculant la dérivée partielle. Donc on ne va pas faire varier A et B ensemble, on va les faire varier individuellement. Donc ce qu'on va écrire, c'est donc un processus itératif qu'on va réaliser plusieurs fois. On va écrire que A est égal à A, sa valeur précédente, moins un taux d'apprentissage, ce qu'on appelle le learning rate en anglais, multiplié par la dérivée de E, notre fonction d'erreur, dérivée par A. Et individuellement, on va écrire que B est égal à B moins le taux d'erreur, enfin le rythme d'apprentissage, ou le learning rate en anglais, comme je l'ai déjà évoqué, donc moins la dérivée de E par B. Donc déterminer le learning rate, c'est quelque chose d'important. Ça représente les pas qu'on crée successivement. Donc une petite valeur du learning rate va nous demander plusieurs itérations pour trouver le minimum de la fonction, donc plus de calcul. Et un pas trop important ferait qu'on pourrait rebondir comme ça successivement, ici et ici, et avoir beaucoup de difficultés finalement à trouver le minimum. Donc maintenant je vais développer la dérivée de la fonction d'erreur par rapport à A et la dérivée de la fonction d'erreur par rapport à B pour écrire la solution, la formule de la descente de gradient complète. Donc je vais garder la mise à jour de A, donc c'est A moins le learning rate. Et là, je vais développer la dérivée partielle de A en utilisant le résultat direct. Je ne vais pas développer comment on obtient le résultat que je vais écrire. Mais si vous dérivez la fonction d'erreur par rapport à A, vous obtiendrez la formule que je vais écrire ici. Donc là, je vais retirer ça. Donc le résultat, c'est moins 2 divisé par n, somme de i égale 0 à n. Donc somme de xi multiplié par yi moins yi, prédiction de yi. Donc la prédiction de yi, c'est bien sûr, ce que je symbolise par le chapeau, c'est ce terme-là. Donc en fait, on pourrait remplacer chapeau de yi par ce terme-là dans cette équation. Donc le deuxième paramètre B s'écrirait, la mise à jour du deuxième paramètre B s'écrirait de cette façon-là. C'est la valeur précédente de B, lorsqu'on fait une descente de gradient itérative, moins le learning rate, moins 2 divisé par n, somme de i égale 0 à n, yi moins la prédiction de yi. Donc bien sûr ici on peut simplifier un peu, on peut remplacer les signes moins par des signes plus qui s'annulent. Alors je vous rassure, en fait quand on fait de la data science, là ici c'est un exemple que je développe très simple, que je développe au maximum pour finalement montrer l'intérêt, mais aujourd'hui on utilise des outils comme PyTorch ou TensorFlow qui finalement réalise tous les calculs de dérivées partielles pour nous. Donc le travail du data scientist en quelque sorte se limite à créer un modèle qui va être capable de coller avoir une complexité suffisante pour modéliser le problème. Donc on va créer un enchaînement de fonctions linéaires et non linéaires qui va avoir une capacité de modélisation supérieure. Et enfin, le travail du data scientist, c'est de définir une fonction d'erreur qui a un sens pour le problème. Et une fois qu'on a défini notre modèle, notre fonction d'erreur, et également le learning rate et certains paramètres aussi, parce qu'une descente de gradient, elle peut être orchestrée pour être plus efficace.
Dans le modèle, finalement, durant les dernières années, il y a un tas d'améliorations mathématiques qui font que on utilise des fonctions non linéaires qui se dérivent plus facilement, qui font que cette descente de gradient dans un modèle plus complexe est efficace, même si on va utiliser une cascade de fonctions linéaires et de fonctions non linéaires. Voilà. Donc je vous rassure, normalement, lorsqu'on utilise les outils de la data science, on n'a pas à calculer des dérivées partielles de cette façon. C'est quelque chose qui est relativement bien automatisé aujourd'hui avec les outils que j'ai évoqués. Et donc là, je le fais pour le besoin de la vidéo, pour la démonstration. Et là, je vous propose de basculer vers une implémentation en Python de ces équations et de vous montrer que en partant d'une équation de droite qui est initialisée au hasard, eh bien, en appliquant cette formule de descente de gradient, on va rapidement trouver les solutions de A et B qui nous permettent de coller parfaitement aux données de notre problème. Voilà, donc maintenant je vous propose d'exécuter cette descente de gradient en Python. Donc là, je commence par déclarer les librairies dont j'ai besoin. Ici, j'ai créé une fonction qui permet d'afficher ma fonction f et les données du problème. Donc les données du problème sont affichées en point rouge. Ici, j'ai déclaré ma fonction f, qui est une équation de droite. Donc voilà, je l'ai appelée f tout simplement parce que j'ai fait référence à cette fonction depuis le début de la vidéo. Ensuite, j'ai déclaré sous forme de variable globale a et b, qui sont la pente de ma droite, qui est initialisée à 1, et l'offset, qui est initialisé à 0. Ici, je déclare un tableau entre moins 5 et 5 contenant 100 valeurs linéaires qui progressent de moins 5 à 5 pour les besoins de la représentation de ma fonction f. Ensuite, je passe ce tableau à ma fonction f avec les valeurs des paramètres a et b pour créer un tableau y. Donc y et x me permettent de représenter sous forme graphique ma fonction. Donc ici, je déclare les données de mon problème, donc les données que j'ai pu collecter dans mon entreprise, et je cherche à faire coller ma fonction à ces données, et donc à exprimer f sous forme, à résoudre f sous forme mathématique, donc à trouver ce qui revient à trouver a et b. Voilà, j'affiche les deux, donc vous voyez que là j'affiche en bleu ma fonction f, et les données du problème en rouge, sous forme de points rouges. Ici, pour les besoins de ma descente de gradient, j'ai déclaré plusieurs variables. Donc n sont le nombre de points que j'ai besoin dans mon calcul. M, c'est tout simplement le nombre d'itérations dans ma descente de gradient. LR, le learning rate, que j'ai pris volontairement avec une valeur assez élevée par rapport au problème. Voilà, donc là, je réalise une boucle qui va créer donc 20 modifications des paramètres a et b successivement, et on va donc, vous voyez que ici j'ai exprimé en Python la dérivée de e par rapport à a tel que je l'ai écrit précédemment, et la dérivée de e par rapport à b. Donc bien sûr, ce qu'on peut noter, c'est que j'ai utilisé les termes, donc vous voyez, je parle de ce terme là, donc la dérivée de e par rapport à a, c'est ce terme là qui est développé ici. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai développé en Python. Et ce que j'ai développé en Python, j'ai remplacé la prédiction de YI, chapeau YI, par ce terme. Voilà, donc je rebascule au niveau du code. Donc vous voyez que ici, j'ai développé la prédiction de YI en utilisant le modèle. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser F plutôt. Donc ce qu'il faut comprendre ici en Python, c'est que YI contient déjà les trois valeurs, c'est un tableau. Donc on va traiter, on va vectoriser les calculs. Donc vous voyez qu'ensuite j'ai deux lignes qui permettent d'effectuer la descente de gradient, c'est-à-dire que je prends les paramètres a et b et je leur retranche leur dérivée par rapport à de la fonction e par rapport à a et b, multiplié par le learning rate. Et ensuite, pour visualiser les progrès,
je vais recalculer Y en prenant en compte les nouveaux paramètres A et B qui ont été modifiés. Donc j'affiche les progrès et pour les besoins de l'animation, je vais réaliser une temporisation de 0,5 secondes pour qu'on ait le temps de voir les modifications de la descente de gradient. Voilà, donc j'exécute cette cellule. Donc on voit qu'au fil des itérations, des 20 itérations, la droite colle de mieux en mieux aux données du problème. Et donc ici, voilà, j'avais déjà exécuté le code, donc on voit les résultats. Donc bien sûr, on peut deviner lorsqu'on voit les données qui ont été prises comme exemple, qu'on doit converger vers un biais de 1 et une pente de 2. Donc là, on n'a pas exactement, on converge pas exactement vers ces valeurs-là, tout simplement parce que j'ai pris un learning rate assez élevé. Donc on rentre dans le problème que j'évoquais tout à l'heure. Donc on rentre dans le problème que j'évoquais tout à l'heure. Qui est que on a notre fonction E et on se trouve dans le creux, on approche du creux, mais on a des pas qui sont trop importants. Donc on n'arrive pas vraiment à trouver vraiment le minimum. Donc ce que j'essaie de montrer là, j'ai pris un learning rate plus petit, je redémarre avec les mêmes valeurs de A, et je réexécute 20 itérations. Donc on voit que la droite est déjà bien positionnée. Donc j'exécute à nouveau 20 itérations avec un learning rate plus petit. Voilà. Et normalement, je devrais avoir des valeurs de A voilà, qui sont plus petites, qui convergent vraiment vers les valeurs attendues. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous proposer de continuer dans ce débat qui oppose l'approche expert et l'approche data. En partant sur un problème un peu plus complexe, on va rester sur un problème linéaire, mais tout simplement en élevant les dimensions de l'entrée du problème, on va montrer qu'on va rapidement challenger l'expert. Et par contre, grâce à l'approche data science, on va retrouver l'approximation de cette fonction f plus rapidement et avec une précision qui est assez intéressante. Bien sûr, on va essayer de répondre aux arguments de l'expert qui souvent reproche à l'approche data de proposer des fonctions, enfin de proposer des approximations de fonctions qui ne sont pas interprétables. Donc on va bien choisir nos exemples et on va montrer que ça peut être interprétable. Et enfin, on va aussi évoquer les problèmes de l'approche data parce qu'ils existent et qu'il faut les prendre en compte si on veut créer de la valeur au sein d'une entreprise en passant sur une approche data. Voilà, je vous dis à bientôt.